Bonjour, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans. Aujourd'hui, je rencontre Sophie Oxéan, qui est prof d'art plastique, mais également illustratrice peintre. L'épisode va être en 2 parties, donc il va y avoir 2 épisodes, c'est cadeau, c'est pour septembre, c'est la rentrée. Et quoi de mieux qu'un portrait de prof pour cette rentrée. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur l'art plastique et la profession de professeur d'art plastique. Elle m'a décrit l'évidence de sa vocation, sa formation, son parcours professionnel comme prof de collège, TZR, puis, plus en détail, le métier de professeur au lycée en spécialité art plastique. Quelles notions les élèves devront acquérir durant leur spécialité à travers le programme et en quoi consistent les épreuves du bac. Comment elle construit ses cours avec sa sensibilité, les partenariats avec les artistes et les élèves et la relation spéciale que l'on peut créer entre élèves et professeurs qui m'a personnellement beaucoup émue. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie. Salut Maëlie. Ça va? Oui, très bien. Depuis 3-4 jours qu'on s'est vus. Est-ce qu'on raconte l'anecdote ou pas? Ah bah oui, moi j'aimerais dire, je te remercie beaucoup d'être ici. Parce qu'il faut quand même raconter qu'il y a 2 jours, on a enregistré le podcast et que ma carte mémoire a lâché et que rien n'est resté. Donc tout a été effacé et merci Sophie de t'être montrée disponible au pied levé. Donc là, on s'est posé dans un hôtel 4 étoiles au resto. Enfin, on boit un thé, on ne mange pas, on n'a pas les moyens. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci avec tout. Avec plaisir. C'est chouette de soutenir les projets des copines qui font des chouettes trucs. Et j'espère que ça restera spontané, quoi qu'il arrive. On va tout faire pour. Alors, première question, est-ce que tu pourrais me raconter le moment où tu as voulu devenir prof d'art plastique? Ça arrivait assez tôt, quand j'étais petite. Alors avant d'être prof, quand j'avais à peu près 5-6 ans, j'ai dit à mes parents que je serais dessinateuse ou goûteuse de fromage. Donc voilà, il y avait déjà une appétence pour les arts. Et puis un peu plus tard, quand j'étais au collège, j'ai récupéré tous les cours d'art plastique qu'on avait fait pendant l'année avec la professeure d'art plastique. Donc je devais être en 5e et je suis arrivée avec un aplomb en lui disant un jour je vous remplacerai et je serai prof d'art plastique. Voilà. C'est tôt. Hein. Oui, c'est tôt. Après, il y a quand même eu des petits virages à droite à gauche, des questions, mais il y avait quand même au final l'envie d'enseigner les arts et de travailler dans les arts. Et à quel moment tu t'es dit non mais c'est vraiment ça en fait, vers le collège ou un peu plus tard? Oui, déjà au collège je voulais être prof d'art plastique et quand je suis arrivée au lycée j'ai pris toutes les options qu'il était possible de prendre, donc en seconde en facultative et après en première et en terminale et l'option facultative et le bac littéraire avec l'option lourde de spécialité. Donc voilà, ça faisait déjà un gros bagage artistique. Et puis après, j'ai orienté mes études aussi dans le domaine des arts plastiques aussitôt après le lycée. Vu que tu en parles, on enchaîne direct sur ta formation. Vraiment, quand je suis rentrée, ou plutôt quand j'ai eu le bac, je voulais être professeur d'art plastique. Donc j'ai entrepris une licence d'art plastique, ensuite un master 1 en histoire et histoire de l'art. Et à un moment donné, je me suis dit que les métiers des bibliothèques m'intéressaient beaucoup, et en particulier les sections jeunesse, parce que j'avais un goût pour l'édition jeunesse, les livres, les albums, donc vraiment l'édition avec des images en fait. Hein. Il y avait déjà un goût pour l'image. Et donc j'ai fait un master 2 en littérature jeunesse, et j'ai travaillé 1 an en bibliothèque, j'ai travaillé à la BNF, et très vite j'ai passé mon CAPES pour enseigner, et puis ensuite l'agrégation d'art plastique. Aujourd'hui tu exerces au lycée? Oui. Et tu as commencé au collège? C'est ça, oui. Après le concours, j'ai commencé au collège, donc d'abord comme professeur stagiaire et ensuite comme TZR. C'est un jargon vraiment spécifique au métier de prof. C'est titulaire sur zone de remplacement. Donc on a le concours, on est titulaire, mais on n'a pas de poste attitré. Donc on exerce des remplacements qui peuvent être courts ou longs. Donc moi j'ai toujours fait des remplacements longs à l'année. Sur 1, 2, voire 3 établissements en même temps. Donc ça, c'est aussi le sport du métier de prof. C'est vraiment une situation qui n'est pas confortable. Et voilà. Sur la région parisienne? Alors oui, j'ai eu l'Académie de Paris aussitôt. Donc j'ai tout de suite été dans Paris. Donc ça, c'est très chouette. Alors je précise que c'est un peu une exception dans la carrière enseignante, parce que les jeunes profs démarrent généralement plutôt dans les académies de Créteil ou de Versailles. Mais comme j'étais déjà fonctionnaire auparavant, puisque je travaillais à la BNF, j'ai eu beaucoup de points et j'ai pu obtenir l'académie dans laquelle je travaillais
en tant que bibliothécaire, donc Paris. Ah. Voilà, donc en fait, ça m'a fait un raccourci de presque 10 ans pour obtenir cette académie, ce qui n'était pas du tout calculé de ma part, mais voilà, heureux hasard. Oui, parce que le territoire de Paris, c'est vraiment que Paris. Oui. Et Versailles et Créteil, c'est des territoires beaucoup plus vastes. Donc si tu dois te partager entre 3 établissements d'un bout à l'autre de la région parisienne, c'est... Oui, alors, mais il faut saluer les collègues qui le font, hein, parce que le traitement du rectorat envers les collègues TZR qui sont sur 2 voire 3 établissements à parfois 1 heure de distance les uns des autres, c'est une vraie réalité dans le métier de prof. Et voilà, donc moi j'ai eu de la chance, mais franchement, on peut vraiment saluer tous les profs qui n'ont pas cette chance et qui passent des heures dans les transports à passer d'un bahut à un autre. Et tu as d'autres académies où du coup tu dois avoir des régions mais énormes en fait. Oui, et puis en plus ils ont encore agrandi les académies, donc c'est énorme. Si on regarde Orléans-Tours, ça va de Dreux en passant par le sud du Loiret et le fin fond de l'Indre-et-Loire. Donc ça fait vraiment des régions XXL. Donc tu es obligé d'avoir ton permis B quand tu es prof. Oui, ou alors tu vas habiter dans la ville dans laquelle tu enseignes. Mais tu oublies ta vie de famille, etc. Bon, ça si, mais on n'est pas obligé d'en parler, mais c'est une vraie difficulté, la mutation et la mobilité enseignante. Il y a beaucoup de profs qui se tapent 2 heures de route parce que leur famille est à un endroit précis et que c'est impossible pour certains et certaines enseignantes de muter, en fait, faute de points, d'ancienneté, etc. Bon, c'est tout le jargon et toute la difficulté. Et ça va changer les systèmes de points, non ? Non, là, ce qu'ils ont fait surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de postes dits spécifiques, donc vraiment des postes à profil. Le profil peut être lié soit à un territoire en cas de politique de la ville ou REP+, ou des choses, éducation prioritaire plus. Voilà, soit en fonction des attentes pédagogiques spécifiques sur des projets d'établissement, type intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment une colorisation d'un établissement qui va supposer que le poste devienne un poste spécifique. Auquel cas, le barème enseignant qui permet les mutations ne compte plus, mais c'est vraiment en fonction du profil de l'enseignant et de son CV en fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la différence entre collège et lycée sur l'enseignement ? Oui, déjà d'un point de vue strictement formel, donc du nombre d'heures de cours. Au collège, chaque classe, on ne la voit qu'une fois par semaine à raison de 55 minutes. C'est vraiment la durée d'un cours au collège en France. Et au lycée, on a quand même des blocs horaires qui sont plus larges. Alors moi, j'enseigne que en première et en terminale en spécialité, donc c'est quand même des gros blocs horaires. Donc les premières, je les vois 4 heures par semaine, 2 fois 2 heures. Et les terminales, je les vois 6 heures par semaine, 3 fois 2 heures. Donc voilà, ça permet vraiment d'approfondir toutes les notions à étudier, les repères historiques, les courants artistiques, les processus artistiques des artistes, etc. Et tu m'as raconté la première fois dans une classe, est-ce que tu peux me le raconter? Oui, je pense que la question que tu avais posée au moment, c'était est-ce que les profs en général et toi en particulier, qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on s'adresse à une classe? Je dirais qu'il y a 2 moments. Il y a le moment avant, la demi-heure avant où on se liquéfie littéralement parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblent les élèves et on se dit qu'il va falloir endosser le costume de prof. Et le moment où on se retrouve face à eux et où on se dit en fait, là il faut asseoir une légitimité qu'on ressent pas du tout parce qu'on ne se sent pas encore légitime en dépit du concours ou quoi. On n'a aucune expérience face aux élèves et donc on est assez terrifié, mais il faut quand même s'imposer. Le prof fait souvent mine de toute façon d'être à l'aise face aux élèves, d'avoir beaucoup de savoir, etc. Il y a beaucoup de jeux quand on est enseignant. C'est la représentation. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est une représentation. Ouais. Tu as fait du théâtre dans le passé? Non, j'ai pas fait de théâtre. Enfin, si, j'en ai fait en 6e, sur un atelier du midi où j'avais fini par faire le mouton du Petit Prince. Mais oui, mais tu vas pas faire le mouton devant tes enfants, devant tes élèves, pardon? Non, pas du tout. Tu dis enfant, tu vois, c'est très rigolo le nombre de fois où justement un élève va se tromper, il va t'appeler maman au lieu de madame. C'est courant. Et justement, comment tu te sens légitime et comment tu abordes la notion d'être pédagogue? Déjà, je pense que c'est 2 choses différentes. La légitimité, elle va venir de ton parcours, de ton savoir, de ton savoir-faire éventuellement, mais dans l'immédiat de ton savoir, de tes connaissances, etc. Et puis après, de ton expérience aussi. Donc évidemment, plus tu vas enseigner, plus tu vas être à l'aise. Pour autant, je pense que n'importe quel enseignant, au retour des vacances, quand il doit ou elle doit retourner face aux élèves,
il y a toujours une appréhension parce qu'on repart, on remet notre costume, tu vois, c'est quand même pas toujours inné ou pas toujours naturel. Même si on a une appétence pour la transmission, les échanges avec les élèves, etc., il y a toujours une petite appréhension. Et être pédagogue? Et donc être pédagogue, c'est vraiment la capacité à transformer des connaissances en savoir enseignable au final. Donc c'est comment on va arriver à faire acquérir nos propres connaissances, à les faire assimiler à des élèves, les faire comprendre et puis qu'ils soient ensuite capables de se les approprier au final pour travailler dans une disserte, dans un commentaire critique, à l'oral aussi, pour un exposé, pour un échange avec un jury. Donc voilà, c'est la capacité à transformer des connaissances et à faire en sorte que les élèves se les approprient. Justement, sur l'appropriation des connaissances, est-ce que le but c'est quand même de faire de l'élève un citoyen, de faire développer son libre arbitre? Oui, alors ça, il y a déjà toutes les connaissances qu'on leur acquiert, là c'est du strictement pédagogique, et après on reste des membres de l'éducation nationale, donc on est de l'éducatif, c'est-à-dire former l'élève à des questions plus citoyennes et à agir en tant que futur citoyen ou future citoyenne. Donc dans tout ce qu'on met en œuvre, on invite l'élève à opérer des choix en conscience. C'est toujours ça en fait. Les élèves ils font 12 milliards de choix à la seconde, mais c'est qu'ils soient capables de les conscientiser. Alors ça peut être choisir ses outils en fonction d'une intention, etc. Et puis des choix des fois plus engagés, en rapport plus avec l'actualité. Mais voilà, on essaye d'en faire des élèves éclairés autant que possible. Et par rapport au programme du lycée, comment ça fonctionne alors pour justement appuyer cette démarche intellectuelle que tu vas lui apprendre à avoir une opinion forgée finalement et à la communiquer? Quels sont les outils et quel est le programme d'un lycéen? Le programme en spécialité, il est hyper riche. On aborde des questions liées vraiment au processus créatif, aux questions de l'image, de l'objet artistique, aux questions de la présentation des œuvres d'art. Et on a tout un pan de notre programme aussi qui repose sur des questions de transversalité, donc de lien avec d'autres disciplines artistiques, telles que la danse, le théâtre, le cinéma, l'architecture, etc. Et on a aussi un champ qui est dédié à l'ouverture strictement disciplinaire vers les questions de société, d'engagement politique, de lien avec l'histoire aussi, et puis des questions aussi en lien avec les grandes questions du moment, l'intelligence artificielle, la place de la science. Les élèves sont invités régulièrement à s'emparer de ces questions-là et à les travailler sous l'angle artistique, toujours. Donc voilà, le fait de les travailler, l'élève ouvre un œil nouveau sur ce qui l'entoure au final. Alors après, il y a la grande ambition et puis il y a la réalité. On n'est pas dupe non plus, on fait ce qu'on peut, etc. Mais je pense qu'on est aussi sur un éveil citoyen. Et ça, tu me disais, en fait, c'est séparé, au lycée, c'est séparé en deux objectifs. Après, pour la présentation, il va y avoir l'oral et il va y avoir l'écrit. Oui. Et tu me disais, donc l'écrit, c'est sur un sujet en particulier. Oui. Et l'oral, c'est quelque chose qu'ils ont préparé. Et tu me disais, ils l'ont préparé, donc soit c'est sur... Non, je dis des bêtises. Oui, je pense que je t'ai embrouillée parce que le bac est quand même très compliqué aujourd'hui, mais en art plastique, l'épreuve d'art plastique au bac de spécialité, elle repose sur une épreuve écrite et une épreuve orale, où ils présentent un dossier artistique personnel. Et en plus de ça, ils ont aussi une épreuve de grand oral. Ce grand oral repose sur leur spécialité. Donc au final, en art plastique, ils ont un écrit et un oral d'art plat, et ensuite le grand oral, où il est aussi question d'art plastique. Donc au final, il y a l'épreuve écrite qui est très complexe, où ils travaillent à partir d'un corpus de documents qui comprend 3-4 documents visuels et un document écrit. Et là-dessus, le premier exercice obligatoire pour tous les candidats et candidates, ça va être une analyse méthodique de ce corpus à travers, ou plutôt sous l'angle d'une question spécifique liée à notre programme d'art plastique. Donc les élèves sont invités à analyser les documents et à les croiser tout en apportant des références personnelles, c'est-à-dire ce qu'on aura étudié en classe, des références qu'on aura vues à travers tout ce qu'on aura brassé. Et ensuite, ils ont au choix un exercice supplémentaire, soit un commentaire critique de texte, un texte consacré à l'art. Ça peut être un écrit d'artiste, un article de journal, ce type d'écrit vraiment, ou alors un projet d'exposition pour l'une des œuvres qui est dans le corpus. On va leur demander d'imaginer la scénographie pour la présentation de ce travail-là dans un espace, dans un espace muséal. Mais rien que quand je dis ça, c'est déjà pas bon parce qu'ils peuvent, selon l'œuvre, le présenter dans un environnement tout autre. Donc au final... dans un espace de leur choix, voilà. Qui a du sens, quoi. Oui,
C'est surtout que, disons que cet exercice, il a 2 fonctions. Le premier, ça va être de penser la présentation d'une œuvre d'art dans sa globalité, c'est-à-dire les questions de mise en espace, de mise en lumière, de circulation du spectateur, de documentation annexe pour que le spectateur puisse se saisir de l'œuvre d'un point de vue intellectuel. Et on va avoir un deuxième enjeu qui va être celui de l'argumentation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de proposer gratuitement un dispositif de présentation, mais vraiment d'être capable de le justifier. Donc là, on va justifier cette œuvre-là représente les nymphètes de Monet, enfin une œuvre de Monet. Il est question de nature, donc j'imagine tel espace pour telle et telle raison, parce que c'est en cohérence avec l'œuvre présentée. Voilà, en tout cas, c'est un gros travail d'argumentation. Est-ce que les sujets sont variés ou ils ont une appétence pour plus ou moins des sujets en ce moment particulièrement? Il y a des thèmes qui reviennent? Alors comme ça s'inscrit dans un programme, hein, et toutes les disciplines dans l'éducation nationale, elles ont un programme de référence. Donc on a tout un ensemble de notions et de questions obligatoires qu'on doit traiter. Et ensuite, il y a un nombre plus restreint de notions qui sont susceptibles de tomber pour le jour de l'épreuve. Donc en fait, il y a un angle d'attaque toujours en lien avec notre programme. Et ensuite, dans le corpus, il y a forcément une œuvre qu'on aura étudiée en classe, parce que nous aussi, on a un nombre d'œuvres minimum à voir. Et puis ensuite, voilà, ça peut être des œuvres dont ils n'auraient jamais entendu parler auparavant. Donc c'est pourquoi les outils d'analyse qu'on aura acquis en classe sont extrêmement importants, puisqu'il faut qu'ils soient capables d'analyser une œuvre qu'ils ne connaissent pas du tout. Oui, il ne faut pas qu'ils soient déstabilisés. Exactement. C'est généralement, en fait, il y a des choses qui reviennent ou tu es souvent surprise par les élèves, par leur présentation Non, concrètement, à l'écrit, on est quand même sur des... Enfin, les exercices demandés sont extrêmement difficiles pour des élèves de 17 ans. Ça suppose un bagage de connaissances quand même étoffé. Donc finalement, ça se limite à ce qu'on aura vu en classe, à part pour quelques élèves qui vont avoir un bagage plus personnel parce qu'ils sont issus d'un milieu où ils côtoient l'art plus souvent, ou alors ils sont assez autonomes pour aller voir des expos d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Mais globalement, c'est ce qu'on voit en classe. Mais c'est juste comment est-ce qu'ils vont arriver à s'approprier ce qu'on a vu en classe pour le faire dialoguer avec le sujet et être capable d'en tirer parti, en fait, d'exploiter des connaissances personnelles, hein, au final. Mais c'est souvent la difficulté. Moi, j'ai fait une formation art appliqué et je trouve que des fois, on nous posait des questions et j'étais pas du tout armée pour y répondre. J'étais immature, sur les sujets et c'était super difficile d'affronter ça et d'avoir un accueil bienveillant sur cette immaturité. Oui, après, je pense que les enseignants et enseignantes, globalement, on sait à peu près le niveau de maturité d'un élève de 17 ans ou d'une élève de 17 ans. Donc on a des attendus. Après, un texte peut être très modeste en termes de vocabulaire, je dis ça. Même le vocabulaire, en fait, ça fait partie des compétences à acquérir. Il y a un champ lexical quand même très spécifique pour parler d'art plastique. Être capable de nommer les choses avec un vocabulaire juste, même si les phrases sont très simples. Et puis une capacité à faire des liens entre des œuvres, même si c'est assez modeste et que, voilà, pour que ce soit un petit peu argumenté. Mais c'est hyper difficile, hein, de toute façon. Et en gros, tu dirais que la différence entre l'art plastique et l'art appliqué, c'est que l'art plastique, on se concentre uniquement sur des œuvres, vous n'êtes pas du tout sur des questions, sur des objets ou du quotidien ou des choses comme ça. Ou quand c'est entré dans les musées, à partir de là, vous pouvez en parler aussi. En fait, on peut absolument parler de design d'objets, d'architecture, d'art du jardin, de danse. La difficulté, ça va être d'arriver à conscientiser ça et à voir les différences entre ce qui relève des arts plastiques et ce qui relève d'un champ artistique mais qui ne serait pas les arts plastiques. Et donc d'être capable, en fait, de nommer les choses. C'est pour ça que je parlais du vocabulaire et de l'importance du vocabulaire. Il y a Picasso qui a fait une sculpture de chaise et ça n'a pas la même fonction qu'une vraie chaise qui aurait été conçue par un designer. Et en fait, c'est d'arriver à prendre conscience de ces différences-là et d'être capable de les nommer. Tout comme quand on travaille autour de l'objet livre, quelle va être la différence entre un livre d'artiste et un objet livre lambda qu'on va aller trouver en librairie. Donc voilà, c'est de prendre conscience, en fait. Alors là, en plus, on parle que de l'épreuve écrite. Après, il y a l'épreuve orale aussi. Et même quand on s'est vu là cette semaine, on a beaucoup parlé et brassé beaucoup de sujets. L'épreuve orale, elle est aussi intense parce qu'en fait, les élèves, pendant toute l'année scolaire,
depuis le mois de septembre jusqu'à un mois avant le début des épreuves orales, ils ont un dossier artistique à produire, donc qui comprend un ensemble de réalisations, 4 maximum, sachant qu'une réalisation, ça peut être une série. Donc au final, on peut avoir des dossiers très très étoffés. Dans tous les champs artistiques qu'il souhaite, si un élève veut faire de la danse, il peut, mais il faut que ça retombe dans le champ des arts plastiques. S'il fait juste une chorégraphie, on va rester dans la danse. Donc là, par exemple, il faut qu'il soit capable de l'intégrer dans le champ des arts plastiques. Donc ça peut être sous forme d'une performance, injecter un répertoire de danse, voilà, même un objet qu'il fabriquerait, et en quoi ça relèverait plus des arts plastiques que des arts appliqués. Là, on est sur une limite qui est parfois fragile, même si on va au musée, il y a des pièces de design qui sont exposées au centre Beaubourg, on le sait en fait, qu'il y a une frontière qui est parfois hyper ténue dans les champs de l'art. Ben oui. Je pense à l'expo qu'il y a eu récemment au Petit Palais, sur Paris et la modernité. Et il y avait des reproductions des tenues du Sacre du Printemps et tout ce que ça engendrait, la création du théâtre des Champs-Élysées. Et tout ça, c'était lié. Et finalement, tu vois, quand tu me parles de ça, moi, je pense au Bauhaus. Tu vois, il y a mon cerveau qui se met en route là-dessus. Où le Bauhaus, c'était encore une autre vision où finalement, tout devait tendre vers, pour eux, l'art majeur, l'archi. Et finalement, chaque mouvement a sa vision. Et c'est intéressant ce que tu racontes. Oui, et puis il y a vraiment un dialogue constant entre les formes d'art au final. Les uns sont au service des autres et le dessin va être au service du costume à un moment donné pour une création de costume. En fait, c'est perméable. C'est pas des bulles. Exactement. Et tant mieux. Oui, ça se nourrit vraiment. Et dans ça, en fait, pour t'aider à les développer dans leur culture artistique, toi, tu mets en avant tes propres sensibilités. J'aimerais bien dire que non, je suis hyper objective, mais je pense que c'est faux. Chaque enseignant, effectivement, va produire ses cours et monter des projets en fonction de ses propres sensibilités, aussi parce qu'après ça donne de l'appétence dans le travail et c'est plus facile à transmettre. Alors bien sûr, on enseigne aussi des trucs qu'on n'aime pas, faut pas rêver, mais quand on monte un projet ou quoi, on va aller piocher là où ça nous intéresse. Mais il y en a un en particulier, par exemple, les femmes dans l'art, ça je sais. Oui, c'est vrai, ça c'est la place des femmes, la question de la place des femmes dans l'art, c'est un sujet qu'on aime, auquel on est sensible. Je dis on parce que je pense les enseignants en général et les enseignantes, mais aussi les élèves. On est vraiment sur une génération de jeunes gens hyper sensibles à ces questions d'égalité. Alors, je dis une génération, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois bien les élèves que j'ai et clairement, ils sont sensibles à ces questions d'égalité des genres. Et donc la question des femmes artistes est hyper importante. Donc à 3 niveaux, je dirais que l'éducation nationale et l'inspecteur en chef des arts plastiques dans les sujets, les œuvres obligatoires du programme, ils vont veiller à ce qu'il y ait des femmes artistes. Là par exemple, il y a Rosa Bonheur qui fait partie de notre programme. Et dans le même temps, en tant qu'enseignant, donc deuxième niveau, ça va être les enseignants et enseignantes qui vont produire des cours ou proposer de la culture artistique en veillant à intégrer les artistes femmes, à les prendre en compte et à les travailler au même titre, sans forcément dire « regardez, c'est génial, on étudie une femme artiste », mais juste pour normaliser le fait que des femmes ont fait de l'art et font de l'art et que c'est pas hors norme. Et puis, troisième niveau, ça va être les élèves qui vont s'emparer eux-mêmes et elles-mêmes de ces questions. On parlait du grand oral tout à l'heure. Chaque année, moi, j'ai des élèves qui vont interroger la question de la place des femmes dans l'histoire de l'art, qui sont hyper vigilants et vigilantes à ces questions-là. Tu vois, moi, quand tu me dis ça, je me demande... on parle beaucoup d'analyse des œuvres, analyser, décortiquer, expliquer, mais les œuvres, ça donne aussi des émotions. Et vous en parlez aussi de cet aspect-là. Et toi, c'est quoi les œuvres qui te donnent des émotions ? Alors, évidemment, on ne peut pas le nier qu'il y a des émotions. Je pense qu'après, quand je suis enseignante, ça me concerne, je ne dis pas que mes collègues sont tous et toutes comme ça, mais je ne laisse pas forcément beaucoup de place à l'émotion quand on aborde des œuvres avec les élèves parce qu'il faut développer un regard analytique sur ce qu'on a en face de nous. Et il y a parfois des œuvres qu'on va montrer qui vont susciter une émotion, qui pourrait être un dégoût, qui pourrait être une réflexion politique. Tu vois, par exemple, on va étudier Damien Hirst. Oui. Tout de suite, il se passe des choses et clairement, c'est d'abord l'émotion
qui... Oui, c'est sûr que quand tu vois une vache coupée en Exactement. deux avec ses entrailles... Donc d'abord, il y a une émotion particulier. qui va parcourir la salle de classe. Tu vois. Donc on discute et puis après, on analyse. Donc oui, ici, il y a quand même la place pour l'émotion. Mais toutes les œuvres ne vont pas susciter une émotion aussi vive que les œuvres de Damien Hirst, c'est évident. La question était... Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te suscite des émotions? Est-ce qu'il y a un tableau, une expo récemment qui t'a touché particulièrement? Oui, je suis hyper touchée par la peinture en général, la question des textures, la question des couleurs aussi, des sujets de représentation. J'ai une affection particulière pour Georgia O'Keeffe, qui, je pense, est une vraie source d'inspiration. Et la dernière grande émotion, qui est à l'opposé de Georgia O'Keeffe, on est allé en Alsace là, au mois d'avril et on est allé à Colmar et j'ai pu découvrir en vrai une œuvre que j'ai étudiée quand j'étais au lycée, qui était absolument incroyable, qui était un retable, un polyptyque. Donc c'est un objet muséal, qu'on trouve dans les églises, un tableau qui s'ouvre avec plusieurs volets. Voilà, donc ça s'appelle le retable de d'Isenheim de Grunenwald. Et c'est celui dont on parle dans Monuments Men? Non, c'est pas celui-là. C'en est un autre. Je crois pas avoir vu. Tu l'as pas vu? Non, c'est pas grave. Non, mais ça fait partie. Il y a un retable qui protège. Alors je sais pas si c'est celui-là. Oui, je regarderai. Oui, c'est pas impossible qu'on parle de, parce qu'effectivement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il a vécu tout un tas d'aventures. Ce tableau, parce qu'il a été protégé, donc il a été démonté, il a été transporté dans des châteaux, il a été planqué vraiment. Voilà. Et là, aujourd'hui, il est dans un état de conservation assez extraordinaire. D'une part parce qu'il a été fait par un des meilleurs menuisiers, donc on a une qualité de bois, puisque c'est de la peinture sur bois, qui est remarquable, et aussi une qualité de peinture qui est absolument exemplaire, et donc on a une conservation spectaculaire de cet objet. Donc voilà, en tout cas, je l'ai vu en vrai le mois dernier et c'était incroyable de découvrir un tableau que j'ai étudié en long, en large et en travers quand j'avais 18 ans et de me retrouver devant 20 ans plus tard. Le rencontrer enfin. Exactement, c'est aussi mesurer l'importance de l'expérience physique de la rencontre avec les œuvres d'art. C'est pas pareil de voir une reproduction que de voir en vrai, quoi. Enfin, voir un monochrome en reproduction, on n'a pas la matière, on n'a pas la texture. Voir un retable, oui, on n'a pas le volume. Il faut aller se confronter aux vraies œuvres, et si on ne peut pas se déplacer, et même par chez soi, dans l'église du coin, il y a forcément des œuvres, et c'est plus réel, plus tangible, plus concret. Ça, c'est un conseil que tu donnerais, d'aller autour de soi, d'aller explorer, et qu'en fait, il y a de l'art partout, tout autour de soi, quoi. Oui, ça complètement, ça nous entoure. Dans les objets du quotidien, on parlait d'art appliqué là tout à l'heure. Évidemment, tu vois, toutes les formes, elles sont le fruit d'une réflexion. Il y a des environnements, là où on est par exemple, il y a une harmonie entre la forme des objets, leurs couleurs, le papier peint qui va être apposé au mur. Donc je pense que voilà, il y a une question d'esthétique en tout cas et de rencontre avec la matière aussi en fait. Je pense que l'inspiration, elle vient déjà de l'environnement immédiat et juste il s'agit d'ouvrir l'œil. Mais c'est marrant du coup, je dérive complet. Moi ça me fait penser un peu où les gens te disent pour être heureux, il faut être en pleine conscience et il faut être présent là à l'instant présent où tu es, et finalement en fait tu dis que l'art c'est tout le temps autour de nous, qu'on n'a qu'à ouvrir l'œil et c'est autour de nous, et finalement en fait ça voudrait dire qu'en fait on a l'art à portée de soi, à portée de main, et que c'est facile finalement. Il faut quand même rappeler que aussi les musées c'est gratos en dessous de 26 ans. En fait d'ouvrir l'œil, c'est ça qui rendrait heureux peut-être. Oui, alors. D'être sensible à ce qui nous entoure, sans que ce soit forcément à des questions de toute façon purement esthétiques, mais d'être sensible avec nos sens, tu vois, à ce qui nous entoure. Je pense que oui, ça nourrit. Mais tout à l'heure, tu disais là, les musées sont gratuits, etc. Mais il y a forcément un enjeu politique derrière, parce qu'aller à Beaubourg, c'est hyper intimidant. Alors déjà, il y a tous les jeunes gens qui ont moins de 26 et qui ne peuvent pas se rendre à Beaubourg parce que distance, etc. Et puis après, aller au musée, c'est quand même une démarche en fait, qui n'est pas si naturelle que ça. Et il faut arriver à briser la glace, en fait. Alors moi je vois bien, je suis enseignante à Paris, et je mesure à quel point mes élèves sont habitués finalement aux lieux culturels, mais je pense que c'est aussi une exception. Tu vois, j'ai d'autres collègues dans d'autres régions. Les jeunes sont vraiment éloignés parfois de la culture et oui, en fait, je veux dire, la démarche d'aller au musée, elle n'est pas si naturelle que ça. Non, elle n'est pas si naturelle que ça. Ça s'apprend, je pense, et ça s'apprend qu'en fait, on a le droit de picorer
Oui. Et qu'en fait, un musée, c'est pas une journée complète passée dans un musée à avoir la tête farcie. À assimiler de manière exhaustive tout ce qu'on voit. Exactement, et qu'en fait, on peut y aller, on peut aller dans n'importe quel musée, on y va pour 5 minutes, on va voir un truc particulier ou pas particulier, on peut aller, je sais pas moi, tu vas au musée Cognac-Jay, tu vas pas voir les tableaux, tu vas voir l'escalier. Tu fais ce que tu veux, tu peux y aller pour chercher des Pokémon. Il n'y a pas de mauvaise raison en fait, il faut pas avoir peur. C'est pas Pénac avec, comme un roman, non, où il parle de la manière, j'espère que je dis pas de grosses bêtises sur le titre du bouquin, mais sur la manière de consommer la littérature au final. Alors je dis consommer, c'est un peu un gros mot, mais la manière de lire. En fait, il n'y a pas une manière très littéraire de lire un livre de A à Z, et on peut se dire, j'ai lu 10 pages, en fait ça me plaît pas, je vais considérer que ce livre, je l'ai lu, même si je suis pas allée au bout. De la même manière, je n'ai envie de lire que le dernier chapitre et je ne suis pas un plus mauvais lecteur qu'un autre. Voilà, c'est juste de désacraliser un peu le rapport à la culture, au final. Est-ce que tu aurais une anecdote qui raconterait comment, justement, en fait, tu as été imaginative pour briser les codes et donner les moyens de faire des ateliers, de faire des actions avec tes élèves? Je pense qu'on peut évoquer le projet de l'an dernier là, que j'avais mené avec les élèves de première et une artiste photographe plasticienne qui s'appelle Paula Petit. Et on a travaillé avec la Maison du Geste et de l'Image à Paris. Et on a travaillé autour des archives, et des archives du lycée Voltaire en particulier, dans lequel j'enseigne. Parce qu'il se trouve que dans ce lycée, il y a un fonds de photographie qui date du début du XXe siècle, complètement incroyable, où l'établissement avait été transformé, pour partie en tout cas, en hôpital militaire, en annexe d'hôpital militaire. Donc recevait des soldats, etc. Et on a plein de photographies. Et le lycée en lui-même, il est assez impressionnant, hein. Il fait 3 km de long, de large, etc. Et donc j'avais très envie de travailler autour de la photographie et autour du lycée Voltaire et de son histoire. Donc il y a eu plusieurs champs de recherche, enfin plusieurs approches différentes, et il y en a une où avec les élèves et l'artiste Paula Petit, on a travaillé autour de l'architecture du lycée avec du sténopé, ce procédé photographique. C'est sur les plaques de verre, c'est ça? Non, c'est un autre procédé, c'est vraiment le procédé presque primaire de la photographie, où c'est une boîte noire qui est juste percée d'un tout petit trou pour laisser entrer la lumière. La boîte est complètement plongée dans l'obscurité en dehors du petit trou, et il y a un papier photo en face du petit trou, et c'est le principe du sténopé. En fait, ce qui va être à l'extérieur du petit trou va se retrouver projeté au fond de la boîte, mais en image inversée. Et donc on a un papier photo qui va saisir l'image ainsi projetée, et ensuite on la développe. En tout cas, il nous fallait pour ça un labo photo, donc une pièce totalement obscure pour pouvoir développer ces sténopés. Et il se trouve qu'au lycée, il n'y a pas de pièce obscure. Donc en fait, j'ai dû aller farfouiller, voir le chef d'établissement, et on s'est retrouvés à travailler dans le sous-sol de l'établissement, dans les anciennes salles de sciences qui étaient plongées dans le noir, et à improviser un labo photo là-dedans. Voilà, donc les élèves étaient un peu surex d'arpenter les couloirs comme ça et les vieilles salles de sciences. Et ça t'arrive souvent de travailler en partenariat avec des artistes? Oui, là au lycée, j'essaye vraiment d'élaborer un projet artistique avec à la fois une institution et à la fois un partenaire artistique. Donc l'an dernier, c'était la Maison du Geste et de l'Image et Paula Petit. L'année d'avant, on avait travaillé avec la Gaieté Lyrique et une artiste qui s'appelle Marthe O, qui est une artiste vidging. Alors, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est quoi le vidging? Tu vois les disc jockeys qui mixent du son. Et bien, vidging, c'est vidéo jockey. Donc en gros, c'est du mix d'images. Donc l'idée, c'était de produire un ensemble d'images, de les mettre de les animer. Et c'est de l'animation en direct. Exact. Enfin, c'est des projections d'animation qu'on a conçues avec les élèves. Et c'est des projections en direct sur des sons qu'on avait aussi produits avec les élèves. Donc avec les élèves, on avait produit tout un tas d'images. Et alors on avait une grande thématique, c'était autour de la nature. Donc ça s'appelait Végétal Digital, le projet. Et donc on avait réalisé des écrans de papier à base de peinture végétale qu'on avait fabriquées nous-mêmes. On avait peint, on avait réalisé des animations sur tablette numérique autour du végétal qui se métamorphosait. On avait fabriqué des sons à partir des éléments végétaux qu'on avait enregistrés. Et on avait fabriqué aussi des sons qui devaient imiter ou évoquer l'univers naturel et le végétal. Et donc on a fait une grosse performance publique à la Gaieté Lyrique, en présence du public, où il y avait, je ne sais plus, 6 écrans peut-être de projection en direct.
il y avait les platines et les élèves mixaient les sons et les images en fonction de ce qu'ils apercevaient et percevaient au niveau sonore. Ça doit être hyper valorisant pour les élèves de voir leur travail. Ça doit être marquant et émouvant pour eux, non? Oui, ça les rend très très fiers et ils sont hyper contents de pouvoir montrer au public et de restituer dans des conditions presque professionnelles, même si ça reste à hauteur d'élèves de lycée, mais voilà, en tout cas à prendre en considération des questions qu'on peut soulever quand on travaille la scénographie en musée. C'est génial pour les élèves. Oui, c'est souvent un grand moment dans l'année parce qu'en plus ça vient aussi clôturer finalement quasiment un trimestre entier de travail, d'échange avec un ou une artiste, enfin je veux dire une parce qu'en fait depuis que je suis à Voltaire, je travaille qu'avec des artistes femmes. Pas par choix. C'est le hasard. Oui, mais c'est un hasard heureux. Au final, ça me convient très bien. C'est quand même l'aboutissement de 3 mois de travail en général. Et c'est presque comme si un puzzle, on mettait la dernière pièce et qu'on pouvait le montrer au public parce que ça s'assemble en fait. Parce que parfois les ateliers, indépendamment les uns des autres, paraissent parfois éloignés, même si les élèves voient un lien. Ils ne mesurent pas toujours l'aboutissement que ça peut donner, parce qu'on les conduit petit à petit. Et donc c'est toujours un grand moment, que ce soit dans un lieu public comme à la Gaîté Lyrique, ou que ce soit au sein du lycée où on fait les choses bien, on fait de la com autour de ce travail-là, on invite les familles, il y a le vernissage avec, pas les petits fours, faut pas déconner, mais on a des cacahuètes. Mais voilà, on invite le public, puis on essaye d'aboutir, tu vois. On fait parfois comme des petits podcasts avec des enregistrements audio où chaque élève va expliciter sa démarche. Enfin, voilà, on essaye d'aller au bout du truc. Ah, c'est bien. Et si tu fais des moments marquants, tu deviens un prof marquant dans la vie. En plus, c'est une période importante, c'est une période où on se construit vachement et on construit l'adulte qu'on va être plus tard. Et est-ce que tu as des nouvelles de tes élèves après ou pas? Oui, alors je pense qu'on est vraiment marquant pour nos élèves, peut-être aussi dans la discipline des arts plastiques, parce que vraiment on a un rapport hyper intime avec les élèves, pas tellement alors dans la culture artistique à l'écrit, mais vraiment on les accompagne quand même pendant quasiment 1 an sur un projet artistique personnel, où en fait ils mettent leur trip sur la table quand même, parce que c'est hyper intime la création, et de les accompagner là-dedans et de les voir grandir, de les voir évoluer, et on les accompagne aussi d'un point de vue ensuite de l'orientation, pour tous les dossiers, les portfolios à faire sur Parcoursup pour les écoles d'art ou les classes prépa ou les filières en DNMAD. On rencontre les familles aussi beaucoup parce que voilà, on est sur des filières où globalement mes élèves, il y en a 80% ensuite qui s'orientent vers les filières artistiques et culturelles. Donc les familles veulent tirer parti aussi de cette section art plastique. Donc on connaît les élèves, les parents, et oui, j'ai régulièrement des nouvelles des anciens et des anciennes. Alors, soit parce que en classe, je fais venir des anciens et des anciennes qui viennent un peu expliquer leur parcours et montrer ce qu'ils ont pu faire pendant leur première, deuxième ou troisième année d'études. Et puis après, ils ont mon numéro, donc il y en a qui me recontactent pour des trucs qui n'ont rien à voir, mais parce qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour un truc à un moment donné. Voilà, d'autres qui m'ont recontacté cette année parce qu'elles voulaient se réorienter encore sur Parcoursup parce qu'elles ont 20 ans, elles ont fait un BTS, mais voilà, donc c'était est-ce qu'on peut retravailler nos portfolios avec vous? Et puis aux portes ouvertes aussi, j'en croise. Je suis allée aux Beaux-Arts cette année, là, aux journées portes ouvertes, et j'en ai croisé. Je pense que ouais, c'est assez marquant. Mais toi, tu as fait des études d'art aussi, mais enfin, moi, mon prof d'art plat, quand j'étais au lycée, on avait une relation hyper forte avec lui. Et c'est ce que je te disais l'autre fois, j'ai une collègue que j'ai croisée en salle des profs là, il y a quelques années qui m'a dit « je viens de comprendre voilà, ce que c'est les arts plastiques pour les élèves, c'est une histoire d'amour entre eux et la discipline ». Je pense qu'il y a vraiment un truc hyper fort qui se joue. Ben oui, c'est sûr, c'est certain, c'est pas anodin. Ouais. Enfin, après, peu importe la discipline, l'important c'est de développer une passion et un amour pour la discipline. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand on a l'amour et la passion pour la discipline, c'est beaucoup plus facile de la transmettre, ça c'est évident. Oui, oui, ça c'est sûr. Oui, et puis après, je disais, les élèves ils s'attachent parce qu'on a une relation assez proche et intime en rapport avec leur projet perso, mais moi aussi en fait en tant qu'humaine, je m'attache aux élèves, je veux dire en fin d'année. Enfin, vraiment, l'an dernier c'était la chialade, mais vraiment, enfin tu vois, c'était hyper dur de se contenir. Et, enfin, tu vois, il y a quand même les larmes qui coulent et les élèves qui se jettent dans tes bras. Parce que genre, mais madame, c'est la dernière fois qu'on se voit, là, ça fait 2 ans, c'était tellement intense. Enfin, et vraiment, ça... Mais c'est magnifique aussi, quoi. Oui. C'est magnifique et c'est émouvant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et
Est-ce que ce sentiment et cette émotion, elle était renforcée parce que tu savais que tu allais te mettre en pause pour cette année, pour ton nouveau projet? Non, pas forcément. Je crois que c'est parce que c'était mes élèves de terme et que ça faisait vraiment 2 ans qu'on me suivait et que c'était hyper émouvant. Après, oui, avec les élèves de première, que je savais que je n'allais pas les revoir en terminale et qu'une autre collègue allait assurer l'enseignement, mais ouais. Et donc, comme j'ai évoqué ta pause, on va parler de ton nouveau projet qui était en train de développer, qui est sur la partie illustration. Merci pour votre écoute, mais pour en connaître plus sur le métier d'illustratrice avec Sophie, il va falloir écouter la partie 2 qui peut s'enchaîner tout de suite. Je vous remercie d'avoir tenu tout cet épisode. Je sais que les conditions de son ne sont pas les mêmes que d'habitude. Je vous ai enlevé les chaises qui grinçaient et un hélicoptère. Pour votre information, comme je déteste chercher le nom d'un artiste et je sais que beaucoup d'entre vous sont les mêmes, le retable dans les Monuments Men n'est pas celui d'Issenheim, mais celui de Gand. C'est l'adoration de l'agneau mystique de Jan van Eyck. Vous pouvez vous abonner au podcast et également suivre son actualité sur Instagram au nom éponyme de Passion d'artistes et d'artisans. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis au revoir et à tout de suite pour la partie 2.